Donc, on va se présenter très rapidement. Moi, je suis Mustapha Deras, donc je suis en charge des technologies et de l'innovation ainsi que de la recherche. C'est vrai, j'oublie toujours cet aspect-là. Chez Berger-Levrault. Serge Guérin. Voilà, alors moi je suis habitant du Gers, vous voyez que on vient parce que la manifestation est célèbre jusque dans le Gers et je suis président d'un d'un cercle de réflexion philosophique qui essaye d'interroger à chaque fois les problématiques de sens et en particulier aujourd'hui. Ça va être une articulation entre science et conscience, si on peut dire. Alors, l'objet ici, c'est d'essayer de vous proposer une forme de démarche, une forme d'interrogation qu'on va essayer de poser. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de tout répondre aujourd'hui, au contraire. Idéalement, il faudrait que vous repartiez tous avec des tas de questions. Ce que l'on a voulu, quand on en a parlé avec Édouard, pour être tout à fait sincère, c'est d'essayer de poser une forme de respiration. Parce que dans ce genre d'événement, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de mise en œuvre, on parle beaucoup, alors certes, d'aspects sociaux aussi. Moi, je vous renvoie à la première journée où on a beaucoup parlé d'inclusion. Mais on s'est dit qu'il était important de remonter aussi en matière de réflexion et de s'éloigner un petit peu de la réalité de nos échanges quotidiens, pour ceux qui viennent du numérique, bien évidemment, et d'essayer de poser un cadre de réflexion. Un cadre de réflexion, et nous, c'est la philosophie qui nous anime, hein. C'est quand même le but de l'ADA. Alors l'ADA, c'est les amis d'Aristote. Et donc, on s'est proposé d'essayer de vous emmener dans une démarche, dans une élévation, on va dire, autour du numérique et du sens du numérique pour l'interroger. Juste avant de passer la parole à Serge, parce qu'on va essayer de se faire une espèce d'échange entre nous et puis de vous emmener avec nous. Rappelons malgré tout que la philosophie nous sert à interroger, alors moi c'est ma manière à moi de le dire, à interroger le monde, à interroger le sens des choses et à le projeter dans la réalité, dans sa conception, dans ses idées, dans ses symboles, etc. Donc la philosophie doit nous aider à interroger véritablement le monde. Oui, alors je prolongerai ça juste avec une petite phrase supplémentaire, c'est-à-dire qu'effectivement la philo, c'est d'abord des questions et c'est une démarche totalement rationnelle hein, au départ, en tout cas dans le monde occidental, puisqu'on part toujours d'une hypothèse, on pose une question, on essaie de faire une argumentation et au bout de cette argumentation, plus ou moins développée, on va tomber sur des conclusions qui sont souvent des vérités provisoires, bien entendu, souvent partielles et souvent aussi, comme disait Mustapha, plus de questions. Alors à propos de numérique et après, on a voulu travailler un petit peu sur les impensés de l'usage, parce que c'est de cet outil, c'est un outil qui on pourrait penser un peu similaire à beaucoup d'autres outils que dans l'histoire humaine. Et en fait, celui-là, il a des particularités qu'on va développer. Alors s'il existe donc du coup une nécessité d'interrogation sur son usage et de la finalité, et du fait de sa nature, mais aussi de son intégration profonde dans le monde humain. C'est-à-dire que là, en fait, on voit qu'à l'heure actuelle, dans nos sociétés en tout cas, il est effectivement partie prenante d'énormément de dimensions dans nos vies de tous les jours. Alors la philo, finalement, c'est une discipline appropriée, justement parce qu'elle a une démarche de type scientifique, et elle va bien coller à cet outil qui est finalement émergé quand même d'un processus de type scientifique. C'est très important ça, je pense, et il faut qu'on insiste vraiment sur le fait que c'est une démarche réellement très scientifique en fait. Et c'est pour ça que je trouve que ça a sa place dans nos milieux très rationnels du numérique, hein, parce qu'ils sont normalement très rationnels, ces milieux-là, et l'outil se prête bien justement à la démarche. Voilà. Et là, on pourrait imaginer effectivement qu'il y a une forme d'entre-soi entre ces deux disciplines. On pourrait dire, bah, moi, je suis dans le domaine scientifique, développeur, informaticien, mais applicateur ou je ne sais quoi. Je ne connais pas bien les termes, vous m'excuserez, je ne suis pas trop dans le monde numérique, même si j'utilise certains outils. Et que grâce à Mustapha, j'ai fait beaucoup de progrès, entre autres. Mais il peut marcher en parallèle parce que justement, il y a une similarité qui va faciliter son appropriation. Et donc, qui vont le rendre un peu plus facile, effectivement, et rendre plus facile l'idée de pouvoir toujours, lorsqu'on travaille, en fait, en amont de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique, de ce qu'on va créer, au décours et dans l'après, penser toujours avec ces deux, mettre en parallèle ces deux processus de pensée. Alors, on peut questionner cet outil et sujet aussi bien dans l'horizontalité d'un temps court et dans la verticalité d'un temps long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on va interroger le rapport de cet outil avec l'individu dans son présent, hein, et dans son impact aussi avec le collectif humain, donc dans son futur. Et on voit bien que
hein, si on vit dans un moment du présent, et on va pouvoir aussi se projeter et non pas toujours courir après une forme de présent, hein, qui émerge du travail passé, mais qui est toujours un petit peu inaccessible. Alors, ces deux temporalités interrogent le numérique dans sa notion d'usage, donc d'ici et maintenant, et puis dans celle concernant l'évolution de l'humain, hein, donc demain. Et on voit tout de suite que se posent des questions, puisque c'est un outil tellement intégré qu'on le voit être utilisé dans des choses qui relèvent du quotidien, mais aussi dans des éléments qu'on pourrait considérer de prospective scientifique. Alors, si on propose cette articulation-là, c'est que, alors, cette fois-ci, revenons du côté du numérique, on peut quand même constater collectivement qu'on le subit, ce numérique, globalement. Je veux dire, on voit la technologie nous arriver dessus, elle est souvent anticipée, elle nécessite des années d'investissement, ça on ne le voit pas, c'est un temps caché qui est quelque part pas visible pour les utilisateurs, mais on est dans une forme de technologie subie, c'est-à-dire qu'elle nous arrive dessus, et tous nos débats autour des technologies actuelles, hein, et on verra après tous les trucs d'actualité, et l'actualité dans le monde du numérique, bah, je ne vous apprends rien, elle est tout le temps en renouvellement, mais on prend, moi je me souviens, régulièrement on parle de vagues, on prend des vagues, les unes derrière les autres, mais finalement, quand on prend la vague, elle est déjà sur nous. Le fait de l'interroger à travers ces deux dimensions, l'idée que l'on a derrière, c'est de se dire comment peut-on positionner ces deux axes pour commencer à prendre les devants plutôt que de prendre la vague, nous, et de la subir. C'est un peu l'idée que l'on cherche. Voilà, alors vous voyez qu'à l'écran, vous voyez une belle tortue. Alors, elle est peut-être avec un outil numérique, parce qu'elle a peut-être un GPS sur elle qu'on ne voit pas, mais je suis désolé, elle n'a pas de masque, donc on ne lui dira rien, elle n'aura pas de PV, j'espère qu'il n'y a personne pour se poser là-dessus. En tout cas, si on envisage l'horizontalité du temps court, on pourrait se demander si le numérique est un outil comme les autres. Est-ce qu'il est l'équivalent de la charrue, du tracteur, de la machine à écrire, du scalpel, de tout ce que l'humain a pu créer? Et si c'est un outil comme les autres, on pourrait imaginer, enfin on pourrait prépositionner qu'il aurait deux aspects, à mon sens. Utilitaire, c'est-à-dire qu'il prétend répondre à des besoins dans de nombreux aspects de la vie humaine, et puis il a également la possibilité de faciliter ou d'augmenter les capacités des réponses qui visent le bien-être matériel individuel. Ça, c'est sa capacité utilitaire. L'autre aspect, que j'ai nommé distractif, qualifié de distractif, parce qu'à mon sens, il permet sans doute d'éloigner les humains de leur angoisse existentielle. Alors, il y a des grands mots déjà qui sont posés, mais qui en fait, lorsqu'on regarde un petit peu l'utilisation d'une certaine partie de la population de cet outil dans l'aspect distractif, à quoi ça leur sert? À quoi ça nous sert de jouer? Pas seulement avec des outils numériques, mais globalement de jouer. Et est-ce que dans la vie, finalement, on n'est pas toujours en train de jouer sa vie? Pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est la grande majorité. Ça sera un autre questionnement. Alors, cette distanciation, elle permet de faire face au non-sens apparent de la vie. En tout cas, ça peut être une question. Et par ailleurs, l'autre dimension distractive, au sens étymologique du terme, c'est qu'elle permet aussi de faire vivre des aspirations grégaires. C'est-à-dire que faire un avec la communauté humaine comme réflexe atavique pour se rassurer dans l'obscurité existentielle. C'est-à-dire que là aussi, l'humain qui existe en tant qu'unité, en tant qu'individu, finalement a une seule aspiration qui le traverse, quel que soit dans l'intergénérationnel, c'est de faire un avec un corps plus grand que lui, qui est la communauté humaine, voire même au-delà quand il y a des propositions transcendantales, par exemple. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut poser des jugements, par exemple, est-ce que l'utilitaire pourrait être vu comme plus moral, car celui-là, on peut le justifier objectivement. Si vous avez du numérique appliqué, par exemple, à un robot opératoire dans une salle de chirurgie, celui-là, c'est clair, il est utile. Le distractif, est-ce qu'il serait moins légitime car connoté ludique? Ça, c'est une question. Alors justement, cette dichotomie qui est posée là, on peut déjà l'interroger. On peut déjà moi, je lui conteste ce droit-là, en fait, d'exister. Le distractif, ça veut dire quoi? Alors moi, j'aime bien citer cet exemple-là parce qu'il illustre bien ce qui vient de se passer. Facebook. Revenons cette fois-ci à des choses concrètes. Facebook, au départ, c'est un réseau social. On peut le classer, si on se fie à cette dichotomie, dans le distractif.
Au départ, Facebook n'a pas véritablement de finalité à rendre un service dit utilitaire. Sauf qu'aujourd'hui, on voit très bien ce qu'est devenu Facebook. Il influence tout. Il influence nos opinions. C'est devenu un média, mais un vrai média. Alors, avec tous les défauts d'un média, il permet de diffuser de l'information et de la contre-information et de la désinformation. Il influence nos démocraties. Il a servi de vecteur à des révolutions. Je vous rappelle le printemps arabe, mais pas que. Rappelez-vous ce qui vient de se passer à Hong Kong, etc. Donc, cette dichotomie, déjà, on peut l'interroger. Ce côté distractif, donc comment réussir, on l'a dit, à poser un axe temporel d'évaluation des technologies qui viennent vers nous, puisqu'on ne peut pas finalement dire que le distractif est que distractif. Moi, j'aime bien aussi rappeler le jeu. Il y a de très grandes théories sur le jeu et la valeur du jeu, mais aussi tous les inconvénients du jeu. Donc ce qui n'est que distractif à un moment donné devient pour beaucoup un problème. Beaucoup de jeunes perdent en concentration, etc. Mais peut être aussi utilisé pour enseigner, etc., etc. Donc déjà, on voit que cette dichotomie-là, on va devoir l'interroger. Ça veut dire que ce prisme n'est pas encore assez suffisant pour analyser et nous aider à prendre des décisions autour du numérique. Oui, ce qui fait qu'en fait, on pourrait ramener les deux utilisations à deux niveaux de besoin. Il y en a un qui serait distribué sur les applications prenant en charge l'humain biologique, basique, et l'autre qui s'intéresserait à l'humain culturel. Et on voit un peu ce qui est propre à l'humain, et primate évolué parmi d'autres, c'est qu'il y a cette dimension biologique où il y a un vécu qui s'ordonne depuis la naissance jusqu'à la disparition, jusqu'à la fin de sa vie, mais il y a aussi un humain culturel qui, lui, à la limite, préexiste même avant sa naissance, s'amplifie, se nourrit et se développe pendant le temps du vivant, en tant qu'entité individuellement séparée du corps humain, de la communauté humaine, et va continuer à exister, à vivre au travers sur les supports des suivants. Alors, ce qui est nouveau, effectivement, c'est que cet outil numérique, en fait, il s'intéresse aux deux dimensions de l'existence humaine, si je puis dire, aussi bien individuelle que collective. Et c'est ça qui est nouveau parmi les autres outils. Parce que si on avait des outils à part, peut-être on pourrait mettre l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, et les outils qui permettent d'imprimer ont commencé, en fait, à pouvoir fabriquer une forme de transcendance. D'un individu à l'autre, ça passait d'individu à individu à l'autre. C'est pas que l'humanité n'avait pas déjà inventé des supports de ce type-là, des outils pour la transmission, puisqu'en fait l'humain culturel existe depuis que l'Homo sapiens et même d'autres primates un peu moins évolués, entre guillemets, en tout cas pas sur les mêmes domaines, que nous l'avaient déjà créé. Je ne parlerai pas de tous les objets symboliques, les rituels, etc., qui sont aussi des formes, qui utilisaient des outils pour pouvoir, que ce soit des peintures, des objets, des constructions, mais aussi des rituels qui étaient transmis et qui opéraient et qui organisaient les sociétés. Donc, la problématique, à mon sens, c'est qu'il y a des impensés dans la conception, la mise en œuvre et des outils numériques. Je pense que si l'inventivité foisonnante du hardware est relativement neutre, mais c'est là aussi où le savoir serait toujours sous-tendu par une vision du monde des concepteurs. Alors là, c'est là qu'on diverge un petit peu. C'est pareil. Moi, je diverge beaucoup autour de ça parce que effectivement, il y a un autre impensé dans nos milieux. Alors, dans le logiciel, le software, effectivement, mais on a oublié cette part de matériel. Si on se réfère véritablement à ce qui sert de support à cette informatique, on l'a oublié. On l'a effacé, en fait. Et on a oublié que les concepts qui sont derrière le matériel, ils sont déjà eux-mêmes datés. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà eux-mêmes imprégnés de la conception des ingénieurs qui continuent à fabriquer nos microprocesseurs, nos mémoires, nos architectures matérielles. Et si vous regardez de manière beaucoup plus attentive, parce qu'on ne le regarde plus, mais si on ouvre cette boîte-là, on se rend compte qu'elle aussi, elle est très fortement influencée par les concepteurs. Donc, je pense qu'on ne peut pas séparer le matériel du logiciel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se heurte à une limite. On se heurte à une limite, certes, de ressources, mais ça, ce n'est pas le problème. On se heurte à une limite quant à la distributivité, quant à la capacité à accéder à des ressources et quant à la mise en œuvre de ces ressources. C'est là qu'on voit émerger, par exemple, le quantique. L'informatique quantique, c'est avant tout une émanation matérielle aujourd'hui.
Une des grandes difficultés du quantique, ça va être de trouver des langages, une expressivité, un moyen d'exploiter ce matériel. Mais c'est avant tout un phénomène matériel, le quantique. Aujourd'hui, on n'en est qu'au balbutiement d'une façon de repenser l'accès à la machine, en fait. Donc non, le matériel, de mon point de vue, reste, lui aussi, fait partie aussi de cette impensée. Oui, donc du coup, il serait tout à fait opportun d'envisager que tous ces non-dits dans ce domaine, donc en amont et en aval, si je puis dire, de la vie de l'outil numérique, quel que soit son support, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il y ait d'éventuelles interrogations éthiques et philosophiques, et qui pourraient être le fait aussi bien de ceux qui, des créateurs de cet outil, que ce soit sur le matériel ou les logiciels, mais aussi de ceux qui les déploient, et plus globalement de ceux qui autorisent ou qui peuvent envisager de réguler les mises en application. Donc, est-ce que, ça sera une autre question, donc par rapport à cette horizontalité du temps court, c'est-à-dire l'aspect utilitaire et ou distractif, c'est de savoir qui va prendre en charge ça. À qui doit-on imposer les filières, les contenus de réflexion, de manière à pouvoir un petit peu prépositionner le questionnement sur l'usage et la manière de les utiliser. On a un très bel exemple qui s'est produit il y a maintenant 10-12 ans, les premiers pas de la bioéthique. C'est quand même assez illustrant ce qui s'est passé autour de la génétique et de la bioéthique. L'humanité s'est trouvée face à une grande révolution technologique, puisque c'était les premiers pas de la transformation génétique. Mais l'humanité, de manière un peu globale, y compris des dictatures, a quand même ressenti une forme de besoin d'aller encadrer ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on respecte les règles. Ça ne veut pas dire que tous les États respectent ces règles. Mais il y a eu une espèce de pensée, pour le coup, de se dire « Ah, on est en train de toucher à quelque chose de fondamental, du vivant et de notre devenir ». De là sont nées tout un tas d'initiatives. En France, on a eu les assises de la bioéthique, etc., qui ont donné lieu à tout un tas de cadres, de réglementations, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'interroger aujourd'hui, avec toutes les avancées que l'on connaît, avec tout ce que le numérique transforme, puisqu'il nous transforme, et c'est là qu'on parlera tout à l'heure de l'évolution, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'attendre aujourd'hui à essayer de commencer à penser un cadre un peu similaire pour poser peut-être des jalons? Alors je ne dirais pas des interdits, en philosophie on ne parle pas d'interdits, mais au moins un cadre réflexif, un cadre de pensée pour se demander mais que veut-on faire de tout ça et que s'autorise-t-on collectivement à faire? Et là, c'est là que ça viendra effectivement la grosse difficulté, c'est de savoir un petit peu qui va décider du cadre ou des limites du cadre. Hein, si on voit bien que l'humain est à la fois un être de désir, mais aussi un être de création, et à partir de là, il n'est pas question, on l'a vu, toutes les sociétés qui ont cherché à limiter ou empêcher la créativité, en fait, ont mis comme une sorte d'éteignoir. Et ça s'est fait aux dépens de ces sociétés, en général. Et effectivement de la capacité pour chaque individu d'exprimer au maximum, au mieux, ses capacités, en particulier dans la recherche, par exemple. Donc on voit que c'est peut-être pas à cet étage-là que ça doit se faire, sauf peut-être certaines limites qui seraient directement nuisibles aux sociétés dans lesquelles l'individu ferait ses recherches. A contrario, on peut quand même peut-être collectivement commencer, et je parle bien là des gens du milieu, du secteur, le numérique étant très vaste, on peut quand même aussi peut-être constater collectivement que si on s'attend à ce que le milieu du numérique s'auto-contrôle et s'auto-gère, s'auto-encadre, on voit où ça nous amène aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est une grande catastrophe, ce n'est pas l'idée. Mais si on continue comme ça, on va commencer à rencontrer quelques difficultés, quelques problèmes. J'aimais bien dans l'émission, tu parlais de pompiers pyromanes. Oui, moi je parle de pompiers pyromanes, c'est-à-dire que si on fait ça, on va confier les allumettes au pyromane et ensuite on va lui demander d'éteindre le feu. Oui, sauf à imaginer que le pompier n'est pas intelligent. C'est-à-dire que là, quelque part, non seulement on peut le suspecter a priori d'être intelligent et donc d'avoir la capacité de faire des tris et des choix, et en même temps mettre en place des filières de formation, mais aussi des filières au niveau professionnel dans les centres de recherche, etc., qui soient des cadres où il y a une espèce non pas censure, mais d'autorégulation.
Et ça, on pourrait peut-être imaginer faire confiance un petit peu. Ce qui n'empêche pas qu'au-dessus, effectivement, il peut y avoir un étage de régulation qui viendrait plutôt a posteriori dans mon idée, de manière à pouvoir pas bloquer effectivement la capacité de créativité, d'inventivité de l'espèce humaine, pris généralement, mais plus spécifiquement des gens qui travaillent dans ce milieu. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'on essaye de... Il y a plutôt une démarche mondiale de réglementation. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas un cadre mondial de réflexion qui n'essaie pas de poser une forme d'éthique ou autre, c'est une forme de réglementation. Le cadre mondial essaie de réglementer le numérique. On vient d'avoir la RGPD, hein. C'est pas une nouveauté. On a eu pas mal de choses autour de la privacy. J'ai pas l'impression que ça réussit beaucoup. En tout cas, ça va nous brider, mais pendant peu de temps, à mon avis. Oui, on pourrait voir quand même ça avec une autre dimension, c'est-à-dire que quelque part, ces cadres-là, ils ont valeur normative à partir du moment où ils sont assis sur une surface assez grande. Quand je dis surface assez grande, c'est-à-dire sur des sociétés suffisamment nombreuses, importantes, pour s'imposer finalement. On le voit, le RGPD en Europe, bon, c'est en gros 450, 500 millions d'utilisateurs. Et ça pèse. Parce que ceux qui veulent avoir accès au marché sont obligés de passer par là. Et comme ça oblige à des interactions avec le reste du monde, et que c'est le mieux-disant là qui l'emporte par rapport à d'autres moins-disants. Ensuite, on voit que ce n'est pas tant les gens qui créent ou qui travaillent dans la création de l'outil numérique qui déconnent, excusez-moi un petit peu ce mot trivial, mais c'est plutôt les utilisateurs ou ceux qui tirent les utilisations vers certains domaines. Et c'est peut-être à la limite plutôt, effectivement, on parle des démocraties, ceux qui voudraient faire un usage dévoyé de la démocratie vers des démocratures, pour parler du domaine politique, mais aussi d'autres au niveau des systèmes marchands. Hein. Et on voit qu'à l'intérieur de ces systèmes, il y a des gens, il y a des lanceurs d'alerte ou des parties de ces sociétés, je pense à Facebook, Google, etc., qui ont su dire non, là, ça ne va pas. Là, on ne veut pas participer à ça. Et le porter sur la place publique. Donc, effectivement, on pourrait penser qu'on peut tous être coacteurs, aussi bien individuellement, de façon, publique ou anonyme. C'est là qu'il faut que le statut de lanceur d'alerte soit effectivement protégé et valorisé pour que ça soit possible. Donc, on voit qu'en fait, sur l'horizontalité du temps court, on pourrait imaginer que l'outil, les filières de création et de développement soient assez libres et que ça soit un espèce de filtrage qui se fasse après coup. Enfin, je vois un petit peu ça comme ça. Alors du coup, ça nous permet aussi, parce que ça se repositionne dans un temps plus long. Alors je parlais de verticalité du temps long pour avoir un peu effectivement ces deux coordonnées, aussi bien une dans le temps court qui se développe dans l'espace, hein, ça concerne toutes les sociétés partout sur Terre, que dans le temps du présent. Et la verticalité du temps long, c'est celle qui nous fait interroger aussi bien celle qui monte vers le futur, si on imagine ça un petit peu comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi inverser le schéma si vous préférez voir le futur s'enterrer ou passer de l'autre côté de la Terre. Donc, vous aurez compris, tout est relatif. Et donc, dans cette verticalité, il y a aussi l'avant. Et on voit que, donc, si Si les premiers hominidés sont apparus depuis environ 6 millions, hein, je fais une petite révision très rapide pour situer un petit peu mon propos après de suivant, il y a eu un processus d'hominisation. Cette hominisation, on est parti des premiers hominidés, donc Homo erectus, Homo ergaster, etc. Je vous passe la liste. C'est toutes en fait des branches qui se sont éteintes, mais qui étaient très foisonnantes, hein, et avec la particulier la bipédie et l'augmentation du volume crânien, pour aboutir à l'Homo sapiens, qui n'était qu'une des branches à un moment donné, qui lui-même a été subdivisé en plusieurs sous-espèces, si je puis dire. Et la seule qui ait finalement traversé les temps, c'est la nôtre. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Mais celui-ci a été travaillé du coup par un autre processus qui est encore à l'œuvre de nos jours. C'est celui de l'humanisation. Et qui a commencé avec l'acquisition du langage, des outils sophistiqués, de capacités de projection mentale sur autrui, c'est la théorie de l'esprit en particulier, pour citer une des plus célèbres. Alors, cette évolution individuelle, elle s'est faite en coévolution avec chacun des membres de l'espèce. C'est-à-dire, ce qui était propre et ce qui a fait le succès de notre espèce, c'est qu'on a été capable d'interagir. Et en interagissant, donc l'être culturel, l'humain culturel, a agi avec d'autres humains culturels
au niveau individuel, ça a participé à une coévolution favorable. Pourquoi ? Parce que dans un groupe, lorsqu'un groupe interagit, eh ben, il se débrouille mieux pour s'accaparer ou se fournir les ressources, donc mieux vivre, donc mieux se reproduire. Et vous imaginez que se reproduisant mieux, bah, c'est ce groupe-là, et donc ses membres, qui sont les plus nombreux à passer étape par étape. C'est pour ça que c'est une forme de coévolution. Alors de nos jours, Vas-y, je t'en prie. Juste de nos jours, pour finir un peu sur cette idée, ces mécanismes qui sont à la fois de sélection naturelle, sociale et culturelle sont à l'origine de l'Homo sapiens qui peuple notre planète. Et parce que c'est donc, comme je l'ai expliqué, ce qui a permis de mieux perdurer et mieux proliférer au fil du temps. Alors, ce qui est nouveau avec l'outil numérique, c'est qu'il vient à nouveau au service non seulement de l'individu, donc il y a une interaction entre les différents outils, et pas seulement le numérique intégré par exemple à des outils concrets, matériels, comme un robot d'usine, un robot chirurgical, un robot militaire, un drone ou une voiture autonome ou tout ce que vous voulez. Mais aussi, il a une interaction aussi avec le niveau collectif, puisque cet outil aussi diffuse sur des supports qui ne sont plus des supports biologiques, mais qui sont d'autres supports, et qui vont, qu'on peut imaginer comme organisés sur une métastructure. Bon, on pourrait mettre un mot comme le net, par exemple, mais c'est pas que. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pareil, c'est un degré qu'on doit interroger maintenant, c'est que la particularité de cet outil, à la différence, parce que on vient de le voir, l'histoire de l'humanité est faite de coévolution de différents éléments. La constante, c'est nous, puisque quelque part, on est au début et on se retrouve, on est encore là. Donc on a coévolué avec beaucoup de choses. Ce qui caractérise probablement le fait numérique, c'est pour ça que là je parle plus d'outils, mais le fait numérique, c'est qu'il est, on l'a dit, on l'a vu, il est systémique. C'est-à-dire qu'on va le retrouver, et on le retrouve de plus en plus partout. Et dans tous les aspects de la vie, les aspects qui nous permettent de nous nourrir, de boire, de cette métastructure qui nous entoure, en fait, alors on a utilisé un terme tous les deux quand on a préparé cette petite keynote, on a presque envie de vous dire, désolé, mais c'est vrai que l'image est peut-être un peu idiote, mais on est dans la matrice en fait. On en fait partie, on est branché dessus. Et cette matrice dans laquelle on est branché, mais parce que c'est normal, il y a une technostructure pour nous permettre de vivre, elle est de plus en plus habitée par un autre, on va dire, élément qui s'appelle le numérique. Et il existe là, il coexiste avec nous. Donc du coup, cette coévolution, c'est probablement l'un des premiers. Alors on a essayé d'en trouver d'autres qui aient cette ampleur-là, on n'en a pas trouvé. Enfin, on n'a peut-être pas bien réfléchi. Mais c'est peut-être une caractéristique aussi de cet outil. C'est-à-dire qu'il coexiste avec nous, il coévolue, mais il est de manière générique et systémique. Donc il est partout. Et c'est quand même quelque chose qui le caractérise probablement. Et c'est quelque chose qui justifie encore plus ce qu'on a dit avant, dans l'horizontalité, c'est-à-dire que ça nous interroge sur ce que l'on veut véritablement faire de cette métastructure et de ce coévoluant qui est à côté de nous. Donc il faut vraiment qu'on le pense, et on revient à ce que disait Serge tout à l'heure, on est face à un impensé, là aussi, qui nous déborde en fait de plus en plus. Voilà. Alors à propos d'outils qui a pu jouer ce rôle et qui le joue encore, évidemment, c'est par exemple le livre. Sauf qu'effectivement, à la différence de l'outil numérique, l'interaction avec le livre est dans une temporalité plus lente. Et elle ne peut pas sortir de son outil propre, qui est un support physique, qui est le livre imprimé sur des pages à base de cellulose. Alors que là, on va pouvoir effectivement envisager une coévolution, avec, comme disait Mustapha, avec une métastructure qui est multiforme, qui n'a pas encore atteint un niveau entre guillemets, de conscience. Est-ce qu'elle émergera un jour, ce fameux point de singularité qui la rendrait autonome? Mais les astrophysiciens, par exemple, réfléchissent bien, essaient de définir depuis quelque temps, les astrobiologistes, je veux dire, et les exobiologistes, à ce qui définit une vie. Il faut qu'elle soit effectivement, qu'elle ait une structure, qu'elle existe sur une structure, qu'elle soit capable de se fournir en énergie, et donc de se réparer, de s'entretenir, qu'elle se reproduise d'une manière ou d'une autre,
Et puis, une quatrième étape, quelle est donc une conscience. Il y a plein d'outils qui n'ont pas de conscience et qui sont déjà avec les 3 critères. Oui. Donc, il manque plus que le dernier, et on aurait à ce moment-là une espèce de un autre être entre guillemets. Alors, c'est un peu des rêves un peu qui paraissent un petit peu lointains, mais c'est juste pour cet outil-là, ce rêve, enfin cette vision-là, peut être un outil de réflexion justement. Alors justement, attends, parce que rappelons, enfin, d'un point de vue philosophique, on est bien placé pour en parler. Définir ce qu'est la conscience, au sens strict du terme, c'est déjà une gageure. Hein. Donc là, on a déjà beaucoup à faire, y compris pour nous-mêmes. Oui. Alors de là pour le voilà, esprit, es-tu là? On va dire ça. Non, mais on pourrait imaginer, enfin, on peut dire que la conscience, c'est une propriété émergente de la complexité de l'organisation matérielle. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une conscience? Alors qu'est-ce qu'un individu? Vous voilà. comme moi, en fait, nous ne sommes que de la matière organisée, c'est-à-dire que c'est de l'information organisée, pas plus. L'organisation du numérique, enfin de l'information numérique telle qu'elle est, c'est aussi de l'information organisée, avec un autre codage, mais c'est aussi que de l'information organisée. Et on voit que 2 informations organisées, au niveau individuel comme au niveau collectif, peuvent interagir. C'est ce qu'on fait. On ne se mélange pas, on ne mélange pas nos supports, puisqu'on ne sait pas le faire encore. Encore que on commence à entrer des dispositifs dans nos corps, médicalement parlant, soit les pacemakers, des prothèses intelligentes, des pompes à insuline, etc. Bon, il y a toujours cette séparation, mais c'est déjà aussi de l'information qui interagit. Les nanorobots. Voilà. De plus en plus. Oui, aussi pour la distribution de molécules actives. Donc on voit que les frontières un petit peu se floutent et peuvent poser. Alors du coup, nous, quel est l'intérêt d'avoir ça, de l'organiser du point de vue mental? C'est de pouvoir travailler avec ces images mentales. J'ai un petit robot qui me passe là. Le masque, oui, c'est la respiration. Non, ça va aller. Et donc, avoir ça en vision, donc pour avoir une vision plus grande que nous-mêmes, plus grande que la communauté humaine. Parce que là, on interroge effectivement une métastructure qui est d'origine artificielle, sans même lui prêter des intentions, une conscience et encore moins des intentions, bien entendu. Mais c'est de même nature, à mon avis, que de s'interroger sur nos interrelations et nos coévolutions avec d'autres outils du vivant. On n'a pas précisé tout à l'heure, mais on parlait que d'outils, mais l'humanité a aussi coévolué avec des animaux, du vivant, que ce soit des végétaux ou des animaux. Et ça, les deux ont profité, entre guillemets, alors, certains plus que d'autres, vous imaginez vous avez un peu lesquels, mais est-ce qu'un chien va se plaindre d'avoir coévolué avec l'humain dans sa domestication? Est-ce qu'une poule fera pareil? Est-ce qu'une vache, etc. Donc les deux ont profité, entre guillemets, puisqu'ils ont su perdurer, alors que d'autres espèces, et on le voit là en particulier avec les problématiques d'extinction d'espèces et de disparition de la biodiversité, enfin de réduction de la biodiversité, que ces coévolutions, elles ne se font pas toujours au profit, dans un bénéfice gagnant-gagnant. Il faut faire attention à ces conclusions-là. Certains te diraient que la coévolution avec... Ouais, mais certains vous diraient que la coévolution avec le blé, c'est certainement le blé qui a gagné sur Terre. Il nous a submergés. Donc bon, c'est vrai que voilà, il y a d'autres, il y a le vivant aussi qui a coévolué. Oui. Donc on va travailler avec ces images, enfin ce schéma mental, ça nous aide un peu à mieux voir finalement les dimensions finales. Quel projet, puisqu'on voudrait articuler nos actions de manière à pouvoir déterminer une orientation générale. Et c'est toi qui a sorti cette expression, le numérique naïf est désormais mort. Oui. Ça, c'est clairement quelque chose qui apparaît de plus en plus partout où je vais. On est en train de sortir, et dans pas mal de domaines, on est sorti de cette vision naïve du numérique. De plus en plus, et on le vit en ce moment, avec des exemples très concrets. En ce moment, c'est un secret pour personne, toute la polémique autour de la 5G, par exemple. Il y a une polémique qui s'installe. L'idée, c'est pas de dire qu'elle est bonne ou pas bonne. L'idée est de constater qu'il y a une polémique qui s'installe. C'est quand même un fait nouveau pour nos métiers. Alors, il y a eu les polémiques autour de la nocivité, en gros, les aspects technicistes, comme d'habitude, des pros et des cons, des avantages et des inconvénients. Mais là, dans le cadre de la 5G, et on a eu un peu la même chose sur l'IA, où on commence à avoir des interrogations de plus haut niveau. Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose, et où on vient interroger maintenant le sens et l'intérêt, mais au sens
je dirais, humain alors, je reviens à ce que tu disais, utilitaire cette fois-ci, mais plus pour l'humanité. Pourquoi avons-nous besoin de la 5G? De plus en plus de gens qui posent cette question. Pourquoi avons-nous besoin de l'IA? A-t-on besoin de l'IA? Non pas qu'elle n'est pas bien, c'est un fait technologique, mais en a-t-on besoin? Voilà. Donc, Oui. il y a de plus en plus de gens qui abordent la question comme ça. Je pense la médecine. Oui, dites-vous. Hein. Oui, moi, je reformule pour que ça puisse être, Pour que ça puisse être entendu par ailleurs. Vous répondez ici, c'est bien, c'est un peu l'idée, par un exemple très concret. Mais d'un point de vue purement philosophique, que va nous amener l'IA, au-delà de simplement répondre à des problématiques opérationnelles? Qu'est-ce que ça va changer véritablement dans le devenir de l'humanité? Dans la médecine, c'est un très bel exemple. Mais je crois ça va nous aider à robotiser certaines opérations, à faire des opérations que l'humain n'est pas capable de faire. Mais ça va aller bien au-delà, et ça va transformer nos habitudes et notre manière de voir le monde. Oui, et puis aussi, je crois qu'il y a quelque chose aussi, un projet qui est plus grand, qui est complètement là aussi un impensé, un non-dit, c'est que si l'humanité n'arrête pas d'inventer, si l'humanité est en permanence à la recherche de vie extraterrestre, si l'humanité a inventé, entre guillemets, c'est pas un jugement de valeur, mais des arrière-mondes, ou des nouveaux mondes, ou des autres mondes, c'est parce que aussi il y a un désir profond de ne pas être seul. Ça traverse chaque individu lorsqu'il y a cette démarche de vouloir faire partie d'une communauté plus grande que lui-même, pour la grande majorité en tout cas, mais c'est aussi la communauté humaine qui cherche aussi à ne pas être seule au monde, entre guillemets. Parce qu'il y a un problème, effectivement, par rapport au non-sens apparent de la vie. C'est-à-dire, pourquoi tout faire ce cheminement sur le temps d'une vie? Pourquoi faire? Pourquoi s'agrandir au monde le temps d'une vie? C'est ce qu'on essaye de faire un peu tous les uns et les autres. Et puis ensuite partir comme ça, j'allais dire bêtement. Donc, si de notre vivant, on peut se trouver d'autres compagnons de route, un minimum intelligent, si je puis dire, avec lesquels on puisse vraiment échanger, eh ben, c'est aussi un autre projet. Et un autre des compagnons de route également sur l'aspect distractif par rapport aux angoisses existentielles, c'est aussi quelque chose qui est en arrière-fond. C'est un impensé total. Le joueur qui tapote et qui avec son joystick, etc., ou qui joue en ligne, etc., je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette idée en disant « je joue pour ne pas être seul, je joue pour ne pas avoir peur de la nuit, entre guillemets, noire de l'après-vie ». Est-ce que ce sera intéressant, d'ailleurs, je termine juste sur cette parenthèse, est-ce que les croyants jouent moins que les autres? Non, mais c'est une bonne question. Ça me vient comme ça d'un seul coup, mais pourquoi pas, à l'appui de mes propos. Toujours est-il que donc, on voit que c'est intéressant c'est l'intérêt de la philosophie justement, c'est que touche par touche, on puisse se repositionner dans un projet ou dans une espèce de cadre d'action, d'un cadre de vie plus grand que le quotidien qui peut paraître des fois un peu vide. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus, justement, parce que tu as utilisé une expression, et c'est là qu'on commence à véritablement cheminer philosophiquement, c'est être au monde, tu as dit. Être au monde. Est-ce qu'on n'a pas quelque part, là aussi, à travers l'intelligence artificielle, une espèce de volonté à vouloir créer cette chose qui va être au monde et qui va être un accompagnant, cette fois-ci, bien plus qu'autre chose. C'est important d'essayer de le voir comme ça. Donc là, on sort de la discussion utilitariste pure et dure, et où on commence à se mettre à penser à cet objet, cet être, finalement, vraiment très très différemment. Et on commence à le poser dans le paysage, avec toutes les frayeurs que ça peut engendrer. Alors, on aime bien se faire peur, les humains. Ça fait partie de la chose. On a peur, mais on aime bien se faire peur aussi. C'est être plus vivant lorsqu'on ressent. Et ben justement, j'allais te le dire, c'est-à-dire que la peur, elle te fait ressentir vivant. Donc, est-ce que l'IA n'est pas aussi une démarche qui nous amène à ça, à nous sentir en plus vivants par rapport à ce truc, ce machin, cet outil froid, insensible, sans âme en fait, qui s'appelle le numérique. Et là, justement, effectivement, avoir conscience de ces mécanismes profonds, je dirais, c'est pouvoir aborder, ne pas avoir envie de juguler des élans de créativité en vain, puisque de toute façon, ce mouvement de fond, il est là. C'est-à-dire un peu comme au niveau biologique, c'est comme si on disait vous avez faim, oui, mais on va faire en sorte qu'on va réduire un peu les capacités de satisfaire ce besoin, ce ressenti.
Donc, et ensuite, le fait de se faire plaisir, c'est aussi un cheminement, un besoin, un ressenti, une pulsion humaine. Et donc, on n'ira pas jusqu'à citer Spinoza, mais il s'agit un peu peut-être de pouvoir, en pleine conscience de ce qu'on est, accepter de devenir ce qu'on a envie d'être. Et donc, en particulier, alors je parle en général pour l'humanité, si pour l'humanité, c'est important de se créer des compagnons, de se créer des jouets, entre guillemets, des outils pour satisfaire des besoins utilitaires, parce que là, on ne pourra pas empêcher l'homme biologique de pouvoir être mieux d'un jour à l'autre. Et pourquoi pas même vaincre la mort, comme certains l'imaginent éventuellement. Et donc, une fois qu'on a conscience de ça, on ne va pas aller lutter contre ça, mais on va au contraire chercher à accompagner. Et c'est là l'intérêt un peu de ce questionnement, c'est-à-dire que quand moi je suis un acteur du numérique, créateur et ou utilisateur, je vais avoir ça en arrière-pensée et dire là ce que je crée ou ce que je participe à créer, à quoi ça va servir au bout du compte. Et là, en pleine conscience, pouvoir avoir des présentations d'utilisation qui disent voilà, on pourrait présenter un outil, on sait que ça sert à distraire. À quoi sert la distraction? On pourrait imaginer des petits encarts de présentation, des avertissements, des notices, je ne sais quoi, des propositions de formation à l'école, etc. Alors ça, c'est la vision vraiment philosophique. Moi, j'ai envie de revenir à notre métier, celui du monde du numérique. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai envie de dire que ça fait 40 ans que les gens qui connaissent le numérique crient dans le désert. Il est peut-être temps qu'on s'entende les uns les autres, qu'on s'écoute, et qu'on commence à véritablement réfléchir très en amont. Pour revenir à l'IA, parce qu'on a décidé de focaliser là-dessus, mais on aurait pu vous sortir une dizaine d'exemples, mais très facilement. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu venir le boulet. C'est pas vrai. Je travaille sur des phénomènes d'IA depuis 2012 à peu près. Alors vous le voyez, il est en train de travailler sur ce rouleau compresseur. Ouais, c'était déjà lui. Non mais c'est le cas. Je veux dire, on l'a vu venir. On ne s'est pas arrêté. On ne s'est pas posé. Non pas arrêter la technologie, on ne l'arrêtera jamais. Je veux dire, on peut avoir des débats sans fin, on peut être pour, contre, etc. On ne l'arrêtera pas. Elle sourd. La technologie, elle va sourdre. Oui, parce qu'elle est inhérente. Si on bouche un trou, elle est inhérente à notre condition humaine. Exactement. Si on bouge quelque part, ça ressortira de l'autre côté de la pièce. Bon. Mais par contre, on n'a pas pris le temps de se poser pour commencer à penser le numérique. On vit dedans, tous, enfin pour ceux qui sont des acteurs du numérique, mais on n'a pas pris le temps de s'asseoir devant l'arbre à papote, hein, comme dirait l'autre. Retrouvons ce réflexe-là, parce que le temps du numérique, il est rapide, et on a juste oublié que notre temps à nous, il n'est pas à cette vitesse-là. Donc, si moi je devais avoir une pensée, une volonté, c'est de dire, laissons la technologie avancer. D'ailleurs, elle avance sans nous, hein. Mais par contre, nous, posons-nous en tant qu'humains à nous demander véritablement ce que l'on veut faire pour l'étape d'après. Je trouve le débat sur la 5G, entre nous, hein, sans vous donner mon avis sur la 5G, je le trouve pathétique. Quelle que soit l'issue, il est pathétique. Parce qu'on est en train de débattre de la 5G. Vous savez ce qu'on devrait commencer à faire? C'est à discuter de la 6G. Maintenant. Pas dans 5 ans quand elle va nous tomber sur la tête, mais maintenant. Parce que la 5G, elle est là. On ne l'arrêtera pas. On pourra faire ce qu'on veut, on ne l'arrêtera pas. Donc on devrait arrêter de parler de ça et de se dire, la 6G, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais en avoir besoin? Quelles vont être ses incidences? Et en quoi elle est utile au devenir humain? Parce que je crois qu'on a perdu la finalité malgré tout. Alors voilà, c'est un peu là-dessus qu'on pourrait arriver vers la conclusion, voilà, puisque si de quel outil numérique avons-nous besoin? En fait, il s'agirait d'avoir effectivement une vision un petit peu qui soit dans le temps long. Hein, c'est-à-dire qu'on est en transgénérationnel, c'est-à-dire que nous sommes le résultat des strates qui sont accumulées en tant qu'homo sapiens biologiques, mais aussi et surtout culturelles. C'est ces traces-là qui nous traversent et qui font ce que nous sommes, hein, chacun à notre place sur Terre. Mais aussi se projeter un peu dans un projet plus long, plus loin que nous-mêmes. Et peut-être que la finalité de l'humanité, finalement, au travers de ses pulsions à créer, à faire sortir effectivement des nouvelles choses sans arrêt, sans forcément s'interroger sur son pourquoi, c'est de travailler à des choses où on pourrait imaginer que la communauté humaine serait là un peu pour fabriquer du complexe, de plus en plus complexe. Elle organise de l'information, sans arrêt. Et de cette information pourrait jaillir de la beauté, si on voulait. Voilà, la beauté avec un grand B du point de vue philosophique, c'est-à-dire quelque chose de suffisamment complexe pour être attractif, distractif et utilitaire.
j'en dirai pas plus. Je pense qu'on a essayé de vous emmener un peu sur tout ce tout petit bout de chemin. Il est long, celui de la philosophie. Mais voilà, c'est un petit peu. On a voulu essayer de vous donner un exemple d'éloignement. Voilà. Sortons de ce qui n'est pas du débat. Sortons de l'invective. Voilà. Est-ce qu'il y a un site où on peut vous retrouver, tout ça? Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à le Ah, mettre. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. On le donnera. Alors, ça s'appelle notre association dont nous sommes partis tous les deux. S'appelle les Amis d'Aristote. C'est un cercle de réflexion philosophe. Les Amis d'Aristote. Bon, celui-là, il est plus connu que nous, hein. Oui, quand même. Mais et donc on a créé ça. Alors c'est sur Samatan, le siège social, mais on essaye un petit peu de travailler, d'essaimer un petit peu. Il s'agit de provoquer effectivement des moments où on se pose un peu et on se pose un peu, pour se poser des questions. Il ne s'agit pas de donner des vérités, mais de se poser des questions. Oui, vous avez des questions. Mais la première, en commençant par la fin, ce que vous avez dit, c'est est-ce que vous ne pensez pas que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a justement, dans les dernières, je sais pas, 30, 40 années, privilégié l'intelligence technologique et l'intelligence scientifique et laissé de côté la réflexion philosophique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cet état de courir en fait après les avancées de la technologie pour dire merde, mais en fait, on n'a pas réfléchi. Et moi, ça fait déjà un moment que, indépendamment de la problématique du numérique, parce que c'est une question qui se pose dans plein d'autres domaines, je me dis, mais où sont passés les philosophes en fait? Oui, Qui réfléchit sur notre modèle de société? Qui réfléchit sur Oui, alors l'humanité? Qui réfléchit sur les problématiques fondamentales? Et finalement, on laisse les problématiques fondamentales, comme vous dites, quand elles arrivent, c'est-à-dire quand scientifiquement le truc arrive, la génétique, le clonage, etc. Et là, on se dit, ah merde, mais en fait, on n'a pas réfléchi à ces problèmes. Et moi, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que personne ne réfléchit à la philosophie. Oui, effectivement, et ça fait 40 ans parce que ça a disparu, le futur a disparu de nos sociétés en fait. Le futur a disparu. Et ça, c'est depuis les années 70-80, l'instantanéité, la temporalité accélérée, elle nous a fait vivre sur le présent dans le temps court, horizontal principalement. Et donc on est dans le présent perpétuellement répété et qui à un moment donné devient complètement fade, perd toute aspérité. Et donc là, on redécouvre d'un seul coup le futur. Pourquoi ? Au travers de peurs. Ça n'a pas attendu d'avoir on n'a pas attendu d'avoir le Covid pour avoir des peurs, effectivement, c'est des questions. Et donc, où sont passés les philosophes ? Je dirais, je généraliserai la question, où sommes-nous passés en tant qu'humains ? Jusqu'à l'âge de 7 ans, hein, c'est comment dire, une assertion assez fréquemment répétée, tous les enfants sont philosophes. Pourquoi ? Parce qu'ils se posent le pourquoi, justement, sans arrêt. Si vous avez eu des enfants de près ou de loin, vous connaissez les pourquoi, j'en ai eu 4, pourquoi. Et d'un seul coup, on norme, on dit ça c'est la réponse, ça c'est comme ça bouge plus, etc. Et puis on se retrouve adulte, on a ce fonctionnement. Il est temps, et je le vois moi qui ai créé avec d'autres sur Samatan et puis à Toulouse avant aussi, des moments où on pouvait se poser et se dire, tout à fait humblement, je ne suis pas philosophe de formation, hein. J'étais dans le domaine de la santé, soignant, rien à voir. Mais de tout temps, quand même, je suis rapproprié en disant, je ne vais pas exister juste comme celui qui soigne, mais aussi celui qui se demande pourquoi soigner, qui soigne, etc. Et donc, à partir de là, on peut se réapproprier ça. Et il y a des cafés philo partout. Hein, ça fleurit, on se dit d'où ça sort, pourquoi ? Oui, parce que justement, on retrouve une génération qui se dit pourquoi, hein ? Et après, on dira comment. J'ai envie, moi, de rajouter le fait qu'on a réintroduit le temps. On a réintroduit le temps. Le temps, en fait, moi, je ne sais pas vous, mais je vis dans le numérique, encore une fois, depuis très longtemps, et on l'avait oublié. On l'a effacé, comme s'il n'existait pas. Voilà. Et là, on réintroduit le temps. Alors, il faut qu'on se demande aussi pourquoi on va vite. Et c'est ça la vraie question. Oui. Mais justement, il faut qu'on arrête d'être poussé. Ouais. C'est à nous de repasser devant et de pousser nous. Voilà. Monsieur.
dans les faits, effectivement, là, pour évoquer la dernière partie de votre question, c'est effectivement que ça relève un peu des angoisses. C'est-à-dire que nous ne sommes pas si naïfs que ça. Et lorsqu'on nous parle effectivement de systèmes connectés avec des centres de collection de données, on a beau essayer de nous rassurer sur la durée réduite, etc., la destruction de ces données, eh bien on se méfie. Et on se méfie, alors à tort ou à raison, en tout cas, nous ne sommes pas naïfs. Et ça explique, je pense. Et c'est pour ça que je disais, nous sommes intelligents. Il faut pas, on nous répète sans arrêt que certains sont intelligents plus que d'autres et c'est eux qui doivent tout savoir. Le pouvoir, savoir, pouvoir, effectivement, c'est une articulation qui est très ancienne. Et par contre, ceux qui savent, on voit un peu comment ils font, effectivement, ils vont faire autrement. Ça, c'était la dernière partie de question. Et donc... Moi, j'aurais pas la même réponse, pas du tout la même réponse. Je pense que... ah oui, pardon, moi, j'ai pas du tout la même réponse. Je pense que ce que le masque matérialise, c'est une forme de temporalité. Vous mettez votre masque, je mets mon masque, parce qu'on est là, aujourd'hui, maintenant, et on se parle, et je vous vois. Et je sais que mon action vis-à-vis de vous à l'instant, si je ne mets pas mon masque, d'abord, elle n'est pas respectueuse de votre santé, etc. Elle me met en danger moi aussi, parce que je pense à me protéger moi, c'est ma peur. Alors que l'application Covid, elle fait partie de ce monde du numérique qui est totalement intangible, immatériel. Alors on a beau vous dire, vous contribuez quand même à la santé collective, téléchargez l'application, elle marche très bien. Moi je ne rentre pas dans le débat de la qualité de l'application, du partage des données, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais quelque part, ça manque de matérialité, ce truc-là. Et du coup, d'un point de vue temporel pur et dur, ça n'a aucun sens pour vous. Vous ne le matérialisez pas fondamentalement. Et du coup, beaucoup de gens déjà ne l'ont pas téléchargé, n'ont pas vu l'intérêt de le télécharger, n'ont même pas essayé de le mettre sur leur téléphone pour voir comment ça marchait. Alors que finalement, moi je l'ai fait quasiment tout de suite. Et en fait, il est bourré de liberté, cet outil-là. Il peut même vous pouvez même lui interdire de communiquer quoi que ce soit avec qui que ce soit. Sauf que ça, on ne l'a pas dit. Moi, j'ai envie de vous dire que là, on est véritablement dans la matérialisation du temps présent. C'est une autre forme de réponse que j'ai envie de vous faire. On n'hésite pas sur Instagram, Facebook, etc., balancer 200 informations. Exactement. Mais là, vous êtes dans le distractif. Partie éducative. Ah mince, oui, pardon. Oui. Par rapport à cette problématique-là, comme moi, c'est une question que je me posais aussi sur deux choses que vous avez dites, c'est la notion de qui contrôle quoi, en fait. Ah. Et là, pour la problématique du masque, c'est moi qui décide de mettre mon masque, de l'enlever, d'être là et de respecter. Votre libre arbitre. Le libre arbitre et la notion de contrôle que l'on peut accepter de lâcher quand on publie une photo sur Instagram, je sais pas quoi. Sur les libertés. Il y a la notion, j'en ai conscience, je n'en ai pas conscience, mais une fois qu'on a conscience, il y a des gens, par exemple, moi, avec qui j'ai échangé en leur disant, mais tu sais que tu renseignes Google, là, tu dis OK Google, etc. Tu donnes à Google, pour avoir des offres qui t'intéressent, tu donnes à Google tout un tas d'infos. Les gens me disent, mais en fait, je m'en fous. Parce que je veux avoir, justement, je veux avoir tout de suite l'information de la petite robe à 15 € qui m'intéresse, etc. Donc là, je suis prêt à dire OK. Par contre, quand quelque chose ne me correspond pas, je ne le veux pas, je veux garder le contrôle de ce que je fais. En tout cas, la sensation du contrôle. La sensation du contrôle. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose... Tu veux philosophiquement, c'est plus vrai par rapport au numérique que ça l'était à l'époque où on pensait que la Terre était plate et on pensait que si on prenait un plateau, on allait tomber au bout et donc on avait aussi finalement pas tant de contrôle que ça. Est-ce que le numérique a accentué ça ou pas d'après vous? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de dire. Ouais. Déjà, partons par la fin. La Terre est plate. OK ? Mais pourquoi il y a eu cette affirmation que la Terre était plate ? C'est par manque de connaissances. D'accord ? Une fois que la connaissance a commencé à se répandre, on a pu commencer à le penser différemment. Déjà, en plus, c'était le Soleil qui tournait autour de nous, je vous rappelle. Hein ? D'accord ? Et ainsi de suite. Donc déjà, il y a cette dimension-là dans le numérique. Il faut bien avoir conscience, et c'était bien l'objet de la première table ronde, d'ailleurs, des 20 ans de la mêlée, on est face à un problème de connaissance des mécanismes fondamentaux du numérique. Beaucoup de gens sont totalement ignorants du fait numérique.
Bon, déjà, ça vous donne une part de la réponse, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le domaine du philosophique, on est plutôt dans le domaine de l'instruction, pure et simple. Expliquer aux gens et leur donner les outils nécessaires à la compréhension de ce qu'est le numérique. Je peux donner juste un petit exemple. Moi, j'adore toutes ces questions autour des flux de données à travers le monde et soi-disant de protection de nos données. Quand on connaît l'interconnectivité des réseaux physiques et le chemin que peut parcourir une trame de données à travers le monde, je suis mort de rire. Alors qu'on nous dit, non, nos données ne doivent pas sortir de France ou d'Europe. Mais c'est à mourir de rire. Parce que le fait physique qui est dessous fait que mon flux de données, mais il peut aller à l'autre bout de la planète et revenir, je n'en saurais rien, sauf à le contrôler. Bon, maintenant, il y a la dimension philosophique. Vas-y. Donc, dans votre raisonnement, ici, il y a le fait du libre arbitre. Et là, on revient à notre fil rouge de l'année dernière, d'ailleurs, qui était le phénomène de liberté et d'aliénation. Vous pensez être libre, par exemple, de mettre ou de ne pas mettre votre masque. En fait, c'est totalement faux. Si on revient ne serait-ce qu'à un phénomène purement matériel d'aujourd'hui, vous êtes dans le cadre d'une réglementation. Vous obéissez à une règle que l'on vient de vous imposer. Alors, vous pouvez entrer en rébellion par rapport à cette règle, mais vous pouvez ne pas la respecter. Mais vous avez, en fait, ce que vous pensez être votre libre arbitre ou votre liberté, finalement, elle est assez ténue, cette liberté. Donc, et là, désolé, on va pas cheminer, mais là, c'est tout un cheminement, pareil, philosophique, pour questionner ce qu'est cette véritable liberté et qu'est-ce que c'est que la véritable aliénation, en fait. Là, je pense qu'on va pouvoir... là, il y a l'illusion de la liberté. C'est un vieux débat, effectivement, avec le déterminisme, etc. Les enchaînements des chaînes de causalité qui fait qu'on pourrait déterminer à un moment donné tant du T qu'on est là parce qu'il y a tout le reste en dessous. Et c'est une chaîne de causalité de temps immémoriaux. Depuis le temps du Big Bang, les atomes qui nous composent, vous, moi, ils étaient là avant, ils sont enchaînés, ils ont fait ci, ça. Et puis au bout du compte, on est là, vous et moi. Bon, ceci étant dit, on peut avoir une forme d'illusion de liberté. Et pourquoi ça ne sera d'autant plus, supportable d'imaginer des limites à l'exercice de cette liberté, de ce libre arbitre, c'est qu'on aura d'autant plus de connaissances qu'on agira ou qu'on semblera agir en connaissance de cause. C'est ça. Donc, comme disait Voltaire, un homme plus éclairé est un homme plus libre, effectivement. Et parce qu'aussi, on va aussi avoir l'idée d'être inséré dans un, dans un sens de vie, une présence au monde qui a du sens. Je m'explique. Si par exemple, pour un croyant, le monde est organisé, il y a un avant, un après, il sait où il est, pourquoi il est là, etc. On peut imaginer d'autres formes de transcendance que les transcendances religieuses. Une transcendance humaniste, on dira les humains font une communauté et le projet d'un humain en tant qu'individu isolé, c'est de participer à l'émancipation globale, à l'agrandissement de cette communauté. Donc, ça rentre aussi dans un projet individuel qui va dire moi je m'émancipe au maximum parce que je me fais plaisir. Et plus j'ai de connaissances, plus j'ai de choix. Je peux choisir de faire, de ne pas faire. Et je peux choisir d'être comme ci ou comme ça. Et puis je vais choisir de mourir avec un maximum, de vivre avec un maximum de choses en moi que j'aurais partagées. Et je participe à un plus grand projet que moi puisque ça, je vais le transmettre. Et c'est cette petite bribe qui va être ensuite transmise dans la famille, dans la société, dans le groupe dans lequel j'évolue, dans la société dans laquelle j'évolue, dans le monde humain avec lequel j'ai eu des interactions, de gré ou de force, connu ou inconnu, il restera toujours une trace. Et ça pour aboutir à quoi ? Et bien ça, c'est peut-être un beau projet à définir. À partir du moment où on a un beau projet qui nous fait rêver, qui peut nous faire rêver, on va pouvoir accepter énormément de choses parce que ça aura du sens. Donc, le fil conducteur de tout ça, c'est quel sens fait la liberté que j'utilise. Alors, pour aller au bout de la réponse, puisque vous étiez sur le numérique, et votre questionnement était autour du... En fait, le numérique n'échappe absolument pas à ces règles-là. Vous m'avez cité l'exemple tout à l'heure d'une personne qui vous dit « mais moi, je m'en fous ». J'ai presque envie de vous dire qu'elle est probablement plus libre que certains. Pourquoi ? Elle a tranché, elle a décidé. Elle dit « les données que je lâche, je m'en fous ». Elle l'assume. Mais ce qu'il va falloir aller interroger chez cette personne, c'est est-ce qu'elle sait réellement ce qu'elle a lâché ? Est-ce qu'elle sait réellement quel type d'informations sont parties ?
Donc si on ne l'éclaire pas, et c'est là qu'intervient notre travail, c'est de dire, on doit l'éclairer. Sais-tu qu'en parlant à Google Home, par exemple, ou à un autre, peu importe, voilà tout ce qui est parti te concernant. Es-tu d'accord? Si à ce moment-là, la personne vous dit, bah oui, je continue à m'en foutre, elle en a le droit. Et elle est libre de le faire. Et c'est ça qu'on n'a pas discuté entre nous. C'est ça qu'on n'a pas discuté entre nous. Oui. S'ajoute la dimension écologique C'est fini? exponentielle, faramineuse, outre le circuit de la donnée qui va Ah oui, oui. faire possible. Évidemment, l'aspect écologique qui rentre en jeu aussi quand on s'interroge. Oui, Là, on a le choix de dire aussi, je m'en fous, je m'en fous pas. oui. Parce que l'utilisation frugale de cette addiction de photos permanentes et de vidéos, quand on regarde exactement le coût énergétique Oui. de ces systèmes, de ces circuits, peu de personnes savent l'implication. Donc voilà. Comment ça va, le trafic aérien va être ridicule à côté Oui. Un coup. d'année en année. Ouais, un coup, ouais. Si vous me le permettez, je pense que vous posez le doigt sur une vraie question. Par exemple, c'est un impensé de la 5G. La 5G, moi je pense que technologiquement c'est une très belle avancée. Il n'y a rien à dire sur la 5G. Ça va à nouveau nous obliger à changer pratiquement tous nos terminaux. Ça va quasiment changer toutes les antennes. Notre ministre nous expliquait le plan de déploiement des antennes. S'est-on réellement interrogé sur la finalité de ce mouvement-là? Et quand est-ce qu'il va s'interrompre? Je ne sais pas si vous savez, mais les téléphones portables, on a de plus en plus de mal à les fabriquer. Le prix est en augmentation mondialement. Donc là, on commence à aborder des questions sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Non pas sur la valeur de la technologie, elle a une très grande valeur, mais sur cette acceptation que l'on a passive de cette arrivée technologique, et encore une fois, on va la subir. C'est pour ça que je vous disais, le débat est ridicule, on devrait déjà penser à la 6G. Est-ce qu'on l'aura, la 6G? On n'en est même pas sûr. Ouais. On va être obligé. Ah oui, on va être obligé de couper. On va être obligé de cesser pour libérer les canaux, je pense. D'abord, pour et d'autres- puis libérer pour- la salle, sûrement, pour d'autres moments, ouais. puis ça continue. Donc, D'accord. désolé, voilà. Bon, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Venez nous voir. On tâchera de faire passer via le site de non, de mais la moi, je vais mêlée. m'en occuper avec Oui, Edouard. pour Pas de pouvoir, problème, pas de problème. Si vous avez envie. Ah ben oui, il y a le site, il y a... Alors, je sais pas. Oui, il y a une page. Alors, là, ça sera l'objet d'une journée plus. On développera en partie le numérique. Sur une journée le 10 juillet, retenez dans Alors, votre le 10 agenda. juillet, vous pouvez venir. 2021 à Saint-Martin, il y aura une journée complète sur la robotique et les humains. Est-ce qu'on reviendra sur tout ça? À À Saint-Matan. À Saint-Martin. Dans la campagne. La capitale du foie gras. Mais La bien sûr. capitale du foie gras. Mais oui, je mais sais, on anticipe tout ça. C'est des choses qui se préparent On longtemps a à un l'avance. programme annuel assez chargé. Hein. Tous les mois, il y a un événement. Non, tous les- manifestez-vous, on vous transmettra les programmes. Non, et puis par après, contre. les détails, vous les verrez. On va arrêter. Vous aurez les détails, promis. C'est la salle des fêtes ou la salle de, Oui, la salle de sûrement. conférence. On va vous vous tient donner au les courant. informations. Merci beaucoup. Pour les Il y a un site Toulousains, aussi, oui. pour les Toulousains, rapprochez-vous quand même de la maison des philosophes. Hein. Oui, aussi. Oui. Vous avez la maison des philosophes à Toulouse. Hein.